Messieurs, dames, encore merci de rester sur pied de guerre pour la suite. Nous vous rappelons que toutes ces séries de conférences sont pour aboutir à avoir une idée un peu plus claire de ce grand livre de la tradition spirituelle occidentale, les noces alchimiques de Christian Rose-Croix. Vous voyez quel périple qu'on fait. Donc on commence pour essayer de comprendre ce que c'est la matière et la conscience, puis la prison de sens. Et maintenant, on va attaquer, si je peux dire, le rôle du cerveau dans les processus de renouvellement de la conscience. Rien n'est laissé au hasard. La 4e conférence, qui sera donnée par Michel, qui parlera directement d'une partie, seulement d'une petite partie des noces alchimiques, mais qui, comme je viens de dire, c'est une œuvre, une clé de voûte pour les chercheurs d'un cheminement spirituel transfiguristique. Alors, dans le 2e exposé, nous avons mentionné que ce processus commence dans le cœur, parce que celui-ci contient un principe d'éternité que nous nommons atome étincelle d'esprit, rose du cœur, le lotus, les diamants, etc., selon les différentes traditions. Le feu qui est allumé dans le cœur doit s'élever vers la tête et pouvoir s'y enflammer. Autrement dit, la tête et par conséquent le cerveau doit être saisi par la force de renouvellement qui s'élève du cœur. Le cerveau et en conséquence le pensée doivent s'accorder sur la lumière du cœur. Je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien que c'est l'union de la tête et du cœur dont il s'agit. Si la lumière de l'éternité est enflammée dans le cœur et s'élève jusque dans la tête, toutes les structures du cerveau peuvent commencer à travailler avec cette nouvelle force. On a dit aussi à la fin du 2e exposé qu'à un moment crucial, on pouvait avoir une ouverture du cœur pour recevoir une énergie provenant d'une autre nature. Lorsque le centre spirituel du cœur est enflammé, cette force rayonne d'abord dans le sang. Elle imprègne le sang. Mais le cerveau n'est pas automatiquement accordé à ce rayonnement du cœur. Cœur et tête ne sont pas encore en unité. Le reste du corps, avec tous ses organes, lui non plus, n'est pas renouvelé. Disons que le cerveau est conçu pour devenir le lieu de rencontre avec l'esprit, le réceptacle d'une conscience omniprésente. Pour qu'un renouvellement véritable puisse avoir lieu, les schémas du passé, les anciennes constructions mentales doivent disparaître. Ils doivent être dissous pour faire place à un nouvel état de conscience. Si nous ne sommes pas prêts à abandonner au feu du renouvellement à cette autre énergie, les images que nous avons formées à travers toute notre vie, nos années d'expérience, les émotions que nous avons vécues hier et même aujourd'hui, et cela est un processus qui peut durer assez longtemps, le pensée restera alors lié au passé. C'est ce qui nous arrive un peu tout le temps. Pour petite anecdote, quand il y a une dispute avec les couples, vous savez très bien, messieurs, que les dames, nous avons le don de ressortir toujours des choses du passé qui nous ont blessés ou fait fâcher, même si ça fait 20 ans. Hein? Donc on reste très liés au passé. Mais il n'y a pas que les femmes. Nous resterons prisonniers de notre ancien état de conscience, de nos émotions, de notre état sanguin, si
les structures du cerveau mentionnées précédemment et leurs fonctions circulatoires ne sont pas touchées par une force, par une énergie totalement nouvelle qui les transforme complètement. Afin de mieux comprendre ce qui va suivre, il est important d'examiner de près les bulbes rachidiens. Vous avez ici, voilà, le signal. On ne va pas entrer dans des détails anatomiques qui peuvent vous encombrer. Simplement vous dire que le bulbe rachidien, qui fait partie du cerveau reptilien, est situé au-dessous du pont qui forme la jonction entre la moelle épinière et le tronc cérébral. Au-dessus se trouve le cervelet. Le cervelet, c'est cette structure-là. Tu peux signaler, Michel, le cervelet. Voilà, ça. Le cervelet a peu de fonctions autonomes, indépendantes. Il n'est pas d'ailleurs absolument nécessaire pour nos fonctions vitales. Sa fonction est de réguler l'équilibre, de nous permettre de nous orienter et de coordonner nos mouvements. Quand on a une lésion du cervelet, on a beaucoup de peine à marcher parce qu'on perd l'équilibre, de s'habiller parce qu'on a perdu la coordination des mouvements quotidiens, habituels. Le cervelet contient toutes les mémoires karmiques. Alors il y avait une dame qui demandait ça. Ce qui n'est pas étonnant si l'on considère qu'il fait partie du cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'il contient toute l'histoire de l'espèce. C'est le cerveau le plus ancien dans le temps d'apparition selon les espèces. Les bulbes rachidiens, le pont partiellement et l'hypothalamus contrôlent le système nerveux végétatif. Celui-ci est responsable entre autres de la fréquence respiratoire. Normalement, le rythme respiratoire fonctionne automatiquement, donc inconsciemment, bien qu'il puisse être contrôlé volontairement. Vous savez que normalement, on ne se rend pas compte qu'on respire, mais on respire, fort heureusement. Mais nous pouvons le contrôler. Les gens qui font de l'apnée sous l'océan ou des autres pratiques méditatives, etc. Autrement dit, la respiration occupe une place particulière entre les processus conscients et inconscients. C'est une faculté de l'être humain particulière qui participe au niveau des processus conscients et inconscients à la fois. La digestion est toujours inconsciente. Vous ne pouvez pas maîtriser que votre estomac digère les desserts avant la salade ou ce qui se passe au niveau de votre intestin. Ça reste complètement inconscient toujours. Par contre, la respiration, vous pouvez la contrôler. Si les forces actives, c'est-à-dire les forces éthériques qui nous donnent la vie, dans les bulbes rachidiens se modifient, la respiration et la conscience se modifient également. Par conséquent, on peut en déduire qu'une transformation de la conscience commence par une transformation de la respiration en ce qui concerne les forces inhalées. C'est clair, ça c'est très compliqué et là on ne peut pas maîtriser. Ça va dépendre de notre orientation. On va inhaler d'autres forces, d'autres énergies qui vont modifier notre respiration et par conséquent notre état de conscience. Il y a deux façons possibles de modifier la respiration. Via les bulbes rachidiens, comme on vient de dire, par la lumière allumée dans le cœur, ou par l'emploi conscient des techniques respiratoires particulières. Mais dans ces cas, quand c'est par des techniques respiratoires, si la respiration est influencée par l'ancienne volonté, c'est-à-dire qu'il n'a rien changé de nous, simplement qu'on apprend une technique, cette volonté qui n'a pas été touchée par une énergie
par une lumière qui provient de l'attouchement d'un réveil de cet atome étincelle d'esprit, l'état de conscience ne sera pas transformé, mais renforcé selon des vieux schémas dont rien ne va changer en nous au niveau de la conscience réelle. Dans le premier cas, quand c'est par l'influence de cette rose du cœur, de ces lotus dans le cœur, les nouvelles forces du cœur peuvent amoindrir les forces, les influences du subconscient par une clarification ou un surpassement, une traverse, des blocages importants. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être aidé en même temps par certains types de thérapies. Mais nous allons descendre aux sources du subconscient, on peut dire, de manière métaphorique, avec une autre lumière, avec un autre éclairage. Il en résultera de l'espace un certain détachement des influences marquantes du passé. Mais nous devons savoir que le karma, la loi de cause à effet, est une autre loi spirituelle qui garantit l'accomplissement du plan divin. Pouvons-nous dire que le cœur et la tête sont maintenant en parfaite harmonie? Pas forcément. Pour que l'unité de la tête et du cœur soit possible, la force du renouvellement doit s'élever plus haut et s'ancrer en tant que nouveau foyer de la conscience. Où se trouve le foyer de notre conscience? Où localisons-nous la conscience en général dans notre corps? C'est en tout cas, je crois qu'on est tous d'accord que c'est dans le cerveau. Et si nous demandons où sommes-nous les plus conscients, est-ce que montrerions-nous ici? Ici? Les genoux? Vous direz ici. On est tous ici. C'est là. Hein? Et c'est quoi ces points? Ces points correspondent au troisième œil. La prolongation, ça dépend de quel axe, soit de l'hypophyse, soit de la pinéale, mais c'est de toute façon le troisième œil. Nous allons maintenant entrer dans la description sommaire, rapide, de l'hypophyse ou glande pituitaire. L'hypophyse est l'organe central directeur de la sécrétion interne, ce qui veut dire que l'hypophyse est au service de l'autoconservation. Sans l'hypophyse, on ne peut pas vivre. On doit substituer, bien sûr qu'on peut nous enlever l'hypophyse lors des tumeurs, mais on doit substituer les hormones qui sont fabriquées et sécrétées par ces glandes. Alors, je vais me mettre ici, je ne sais pas comment. Il y a quelque chose de très intéressant à observer au niveau de l'hypophyse. Vous voyez, disons, grosso modo, il y a deux lobes. Un postérieur, la neurohypophyse, et l'autre avant, qu'on appelle la adénohypophyse. En réalité, il y a un lobe intermédiaire qui est méconnu et qu'on n'en parle pas beaucoup pour l'instant, parce qu'on ne connaît pas très bien quelles sont ses fonctions. Mais anatomiquement, évidemment, il y a un petit lobe intermédiaire. Ce qui est intéressant de l'hypophyse, et vous verrez quand on explique ça, on se pose la question, comment, si on est croyant, à quel point l'être humain, il a été fabriqué d'une manière aussi extraordinaire pour permettre ces processus de transmutation, de transfiguration pour un processus spirituel. Et là, on ne peut pas croire au hasard. Figurez-vous que l'adénohypophyse, celle qui est en avant, elle provient au niveau embryonnaire du feuillet du système digestif. Le système digestif où il y a la cavité buccale,
et il va se former une partie, va former ces lobules. Et l'autre, la neurohypophyse, qui est postérieure, derrière, elle provient des feuillets embryonnaires du système nerveux proprement dit, dont une même glande qui a deux origines embryonnaires différentes. Ça nous attire l'attention. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique ceci? Alors, figurez-vous que celle qui est en avant, l'adénohypophyse, elle va avoir une circulation sanguine qui provient de la circulation générale. Donc, quand on parle que la rose du cœur ou le lotus, à un moment donné, peut être touché par une énergie d'une autre origine, ça veut dire que cette autre énergie va pouvoir passer, arriver jusqu'à cette lobe adénohypophyse, avant la postérieure, par cette énergie. Donc cette autre énergie de notre nature arrive à cette hypophyse, à cette partie de l'hypophyse. Bon, et qu'est-ce qui se passe dans la neurohypophyse? La neurohypophyse, c'est pas les seuls, mais c'est un des seuls endroits. Vous avez certainement entendu parler de la barrière hématoencéphalique. La barrière hématoencéphalique, c'est formé par des cellules avec des podocytes. Podocytes sont des petits pieds qui se mettent un à côté de l'autre pour protéger les vaisseaux sanguins du système nerveux des substances toxiques. C'est une protection. Parce qu'autrement, on serait déjà tous dans des états d'émotion toxiques vraiment importants. Donc, les cerveaux se protègent avec cette barrière hématoencéphalique. Mais qu'est-ce qui passe dans la neurohypophyse? Surprise, cette barrière n'existe pas. Donc, le sang chargé de notre énergie, imaginez-vous quand j'ai dit de notre énergie, par analogie, c'est pas ça évidemment, mais imaginez-vous que vous êtes dans une centrale nucléaire, vous êtes irradié avec une autre énergie, cette énergie va monter jusqu'à cette adénohypophyse, et comme dans la neurohypophyse n'a pas cette barrière hématoencéphalique, cette énergie quantique ou nucléaire pourra traverser à cette lobe postérieure, et de cette lobe postérieure va rejoindre la circulation générale de tous les systèmes nerveux. Évidemment, ici, il ne s'agit pas d'énergie nucléaire, nous parlons de l'énergie de notre nature, spirituelle, on peut l'appeler divine. Le tout, c'est peut-être comprendre qu'il s'agit d'un taux vibratoire tellement élevé que ne peut pas s'assimiler à aucune énergie connue de nous en ces moments-là. C'est une énergie hors du temps et l'espace. C'est un peu facile à les comprendre avec cette image. Imaginez-vous, quand on parle d'énergie, ça veut dire qu'il y a une fréquence vibratoire, c'est-à-dire une onde qui monte, une onde qui descend, une onde qui monte, peut-être. Voilà, un peu comme ça. Et ça, cette distance ici, c'est le temps. Le temps et l'espace, pardon. Nous sommes dans cette dimension. Quand il y a une énergie vibratoire qui est extrêmement rapide, c'est comme ça. Il n'y a pas de temps et d'espace. On ne peut pas s'imaginer, parce que nous n'avons pas encore le cerveau pour imaginer une chose pareille. Mais c'est un peu ça qui se passe. Donc, imaginez-vous qu'une énergie dont il n'y a pas de temps et d'espace, qui n'est pas de cette nature dont nous connaissons pour l'instant, et nous pénètre par le cœur, via thymus, monte dans l'hypophyse, qui est l'adénohypophyse, qui est celle qui est avant, et
que, parce qu'il n'y a pas la barrière hématocéphalique, cette énergie pourra aller par des vaisseaux qui communiquent à l'hypophyse, neurohypophyse, hypophyse postérieure, et de là dans tous les cerveaux. Et vous verrez que ça, c'est très important. Donc, vous voyez que c'est pas rien, cette différenciation, ces détails qu'on appelle des détails, mais qui en disent long, de comment on a été créé et de comment notre corps a les structures nécessaires pour pouvoir faire des changements. Laissez-moi employer ce mot qui n'est pas juste, mais peut-être un peu plus explicite, des changements nucléaires, de la physique quantique, hein. Beaucoup plus que ça, bien sûr. Alors, nous allons aussi comprendre comme une certaine orientation des chercheurs va le mettre en relation avec cette énergie spirituelle. Et nous voyons aussi un autre petit détail, comme chaque lobe est orienté différemment. Les postérieurs au neurohypophyse vers le cœur et les lobes antérieurs au adénohypophyse vers la tête. C'est un processus qui débute lorsque le chercheur maintient son orientation avec persévérance, gardant son cœur libre de toute velléité égocentrique, permettant en quelque sorte de lâcher ce qu'il doit lâcher et de faire ce qu'il doit faire. Ainsi, lorsque le chercheur, grâce à une compréhension totale, parvient à un équilibre intérieur, arrêtant les désirs inhérents à la nature humaine et oriente sa conscience de façon très abstraite sur le seul désir qui devrait subsister à un moment donné, c'est-à-dire le désir de libération. On dit aussi qu'on appelle le désir ardent de l'âme, poétiquement. Et en recherchant l'unique vérité, il devient réceptif à cette énergie spirituelle. Cette énergie le touche et fait vibrer les deux lobes de l'hypophyse sur une même fréquence. À cet instant, l'unité de la tête et du cœur est devenue un fait. Vous voyez, il faut que les deux lobes de l'hypophyse ont été touchés par cette force de notre nature et qu'ils arrivent, comme on parlait avant, à vibrer sur la même fréquence. Les deux lobes et le cœur. À ces moments-là, l'unité tête-cœur est faite. Ce nouvel état de l'hypophyse sera suivi d'un calme, d'un silence intérieur, qui amènera à l'état de contemplation intérieure, bien sûr. Cette vibration paisible se voit par le rayonnement du front pour les gens qui sont voyants à ce niveau-là, au niveau des énergies. C'est ainsi que par les bulbes rachidiens, une vibration psychique va descendre et grâce à l'unification de la tête et du cœur vers le sanctuaire du cœur, cette unification donc sera faite. C'est le nouvel état de vie dans lequel unité, harmonie, liberté et amour sont une réalité. C'est un état de l'âme réellement renouvelé. Ce processus doit être répété de nombreuses fois avant de devenir un état stable, évidemment. Donc, c'est quand on parle des petits états d'illumination. Parce que parfois on parle de l'état de la grande illumination et certaines personnes croient que, voilà, aujourd'hui on se réveille en tant que Rosemary Cohen et que tout d'un coup je vais être illuminée et transformée du pied à la tête et voilà, je suis illuminée. Bon, ça pourrait se passer, bien sûr, tout est possible. Mais le plus fréquent, c'est que quand on essaye de suivre un cheminement spirituel, on a, à travers notre cheminement, de multiples petites illuminations, de petites transformations.
Dans cet état, tout l'organisme sensoriel tend à s'harmoniser avec l'état vibratoire du monde de l'esprit. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé ici de l'hypophyse. Bon, il y a aussi les ventricules, toute la partie des ventricules du cerveau, avec des cavités, avec un liquide céphalorachidien dans lesquels véhiculent aussi des substances informatives. C'est pour dire que même dans le cerveau, à l'intérieur du cerveau, à part les neurotransmetteurs connus dont on a déjà parlé, il y a des substances informatives partout. Et surtout, évidemment, dans certains enseignements plus explicites, on parle de 7 cavités ou de 7 chandeliers dans le cerveau. Hein. Donc, il consiste, ici, on pourrait le voir, les 2 ventricules latéraux, les 3e et les 4e où se trouvent les cervellés. Ça sont très connus de la médecine, hein, donc je n'invente rien. Le 5e se trouve au cours des corps mammillaires, dont on va parler très vite, très rapidement. Les 6e est l'espace de la pinéale. Et le 7e, ça doit être... Non, les 4e, c'est la selle turcique. Les 5e, les corps mammillaires. Les 6e, la pinéale. Et les 7e, c'est les 4e ventricules. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas mémorisé. Je le dis pour certains qui pourraient connaître ça, pour qu'ils sachent qu'il y a une corroboration et rien d'autre. Maintenant, par contre, ce qui est important de parler, on a parlé de l'hypophyse, qui est là. Non, qui est là. C'est la 4e cavité. Ici, c'est la 5e, le 3e, le liquide qui va communiquer, un liquide céphalorachidien qui va communiquer avec la pinéale. Bon, ça se voit pas trop bien, mais c'est par là. Et... Vous pouvez nous montrer vite fait les salles? Oui. Pardon? Vous pouvez nous montrer vite fait les salles? Alors, dans cette coupe, bon, ça correspond aux ventricules latéraux, donc 2. Ça, c'est le 3e, les 4e, les 5e. Ici, c'est les 6e. Et les ventricules moyens dans cette coupe, ça ne se voit pas trop, mais ça resterait par là. Par là. Il faudrait une coupe sagittale pour pouvoir le voir. Nous allons parler maintenant de l'épiphyse ou la pinéale, parce que c'est très important. L'hypophyse, c'est une clé, mais l'épiphyse, c'est l'autre clé qui font ensemble les clés de voûte de l'éveil spirituel. Dans le développement embryonnaire de l'homme, la pinéale se trouve d'abord sur le vertex à l'extérieur du cerveau. Elle est ici. Elle n'est pas dedans. Et après, petit à petit, elle s'envagine vers l'intérieur et voilà, là vous voyez, épiphyse à noir. Hein. Je n'ai pas compris, il est à l'extérieur? Oui. À quel moment? Dans l'embryon. Le premier mois de l'embryogenèse, vous avez l'épiphyse qui est un organe qui est à l'extérieur. Et après, petit à petit, entre à l'intérieur. Pas mal. Hein? La pinéale produit pendant la nuit une hormone actuellement connue de nous tous qui s'appelle la mélatonine et qui règle le rythme du sommeil et de l'éveil, ou du réveil et de l'éveil. Le processus de devenir conscient est lui aussi un processus d'éveil. À la conscience de la nuit succède l'éveil conscient dans la lumière du jour. On pourrait définir la pinéale comme l'organe de perception de la lumière et comme l'organe de l'éveil dans l'être humain. Par cet organe, le processus de renouvellement trouve son point culminant. Les Rose-Croix parlent des noces alchimiques. Et nous voici au livre qu'on vous a fait allusion depuis le début de ces conférences.
La pinéale et l'hypophyse sont reliés par l'espace du troisième ventricule. Le troisième ventricule se trouve au milieu de tous les systèmes de liquide du cerveau. Dans ce milieu, le processus de noces alchimiques peut commencer. À la fin de ce processus aura lieu l'union de l'épouse et l'époux, des noces alchimiques, l'union de l'hypophyse et de la pinéale ou épiphyse, et la réalisation de l'union de l'âme avec l'esprit. La pinéale est située sur le côté supérieur des tubercules croisés jumeaux qui forment la paroi intérieure du troisième ventricule. C'est encore une autre curiosité. Nous vous expliquons ceci en fonction de ces livres de noces alchimiques. Quand on lit ces livres et on connaît ces détails anatomiques, bon, ça c'est personnellement, on ne peut pas qu'être surpris ou surprise de quelle connaissance, pas simplement spirituelle, mais même anatomique, d'une manière, par l'intuition qu'on appelle gnostique ou spirituelle, des grands maîtres de l'enseignement universel avaient. Et là, on ne peut pas dire que c'est du hasard. Ils connaissaient. Et voilà, un exemple. Ici, vous avez ça. Ça, c'est la pinéale. Et ça sont les collicules supérieures et les collicules inférieures, les corps mammillaires aussi qu'on appelle, qui sont, comme vous voyez, à côté de la pinéale. Et on vient de dire que la pinéale, c'est, on peut, par analogie, le relationner avec l'organe de l'éveil spirituel, de la lumière et de l'éveil spirituel. Figurez-vous que c'est ici, nous voyons deux collicules supérieures qui sont d'une couleur, bon, ici on ne les voit pas trop, mais si on fait, ceux qui ont fait l'anatomie pathologique, qui n'est pas drôle du tout, mais on peut voir qu'ils sont plus foncés, beaucoup plus foncés que les collicules inférieures. Les collicules inférieures, ils contiennent les centres de réflexes optiques. Les collicules supérieures, pardon. Et les collicules inférieures, les centres de réflexes acoustiques. Donc nous voyons pinéal, réflexe acoustique, optique, réflexe acoustique. Le fait que le lieu de connexion optique et acoustique soit situé à proximité anatomique de la pinéale signifie que l'espace de la pinéale est en relation avec l'anatomie, avec la lumière et le son. Et ça, Michel va vous laisser expliquer après de manière plus détaillée, mais vous savez tous que certaines personnes qui ont eu un éveil spirituel, ils parlent un peu de notre lumière, des autres perceptions oculaires ou acoustiques. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ce sont déjà beaucoup de concepts anatomiques pour aujourd'hui. C'est pas extrêmement facile à suivre, mais néanmoins, essayez de garder à l'esprit cette image sur la base d'un cœur purifié et éveillé par une force que notre nature n'explique pas. Un processus de renouvellement peut s'emparer de notre cerveau, transformant le centre de notre conscience pour atteindre un état qu'on appelle l'illumination. Voilà, merci.